Je me souviens encore de ce matin-là comme si c'était hier. L'air de Provence portait cette odeur si particulière, mélange de lavande et de poussière chaude, celle qui annonce un été long et lourd. Le soleil venait à peine de se lever, et déjà les cigales faisaient vibrer l'air autour de la maison familiale. J'étais revenue à la Bastide après presque 3 ans d'absence. Les obligations, le travail à Paris, les histoires de famille, tout m'avait tenue éloignée. Pourtant, une lettre inattendue avait tout changé. Ma tante Madeleine venait de mourir, et avec elle s'envolèrent des décennies de secrets. La maison, immense bâtisse au volet vert, avait toujours été un lieu d'énigme pour moi. Enfant, j'aimais explorer les pièces fermées, écouter les adultes chuchoter dans la cuisine et me demander pourquoi certaines portes restaient obstinément verrouillées. Mais jamais je n'aurais imaginé que l'un de ces secrets me concernerait, directement. Quand j'arrivais ce jour-là, ma cousine Clara m'attendait sur le perron. Clara, je ne l'avais pas revue depuis le mariage de ma sœur, 6 ans plus tôt. On s'était toujours bien entendus, mais avec elle, il y avait cette tension sourde, comme si un fil invisible nous reliait et nous séparait en même temps. « Tu es venue » souffla-t-elle, presque étonnée. Bien sûr que je suis venue. Madeleine était importante. Elle esquissa un sourire, mais son regard se déroba. Ce n'est qu'en suivant ses yeux que je vis le vieux sac en cuir posé sur la chaise près de la porte. Un sac que je connaissais. C'était le mien. Je fronçai les sourcils. Pourquoi mon sac est-il ici? Longue histoire. Entre, on doit parler. À l'intérieur, la maison sentait toujours la cire et le bois ancien. Les rayons du soleil passaient à travers les volets entr'ouverts, projetant des lignes dorées sur le carrelage froid. Nous nous assîmes dans le salon, face à la cheminée. Clara avait l'air nerveuse. Ses doigts jouaient avec un pendentif autour de son cou. « Tu te souviens du coffre de famille » demanda-t-elle soudain. « Le coffre? Celui que grand-père avait fait fabriquer sur mesure? » Oui. Ce coffre, massif, en chêne sombre, orné de ferrures forgées, était censé contenir les objets les plus précieux de la famille. Lettres, bijoux anciens, documents notariés. Je l'avais vu une fois, enfant, dans la pièce tout au fond du couloir. De l'étage, mais il avait toujours été fermé. « Il a disparu », continua-t-elle, la voix basse. « Disparu? Comment un truc pareil peut disparaître? C'est moi qui l'ai déplacé. Je restais bouche bée. Clara n'avait jamais été du genre à braver les règles familiales, encore moins à toucher à ce qui appartenait à tout, le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde ne mérite pas d'en connaître le contenu. Ces mots résonnèrent étrangement. Elle se pencha alors vers moi. Et la clé était dans ton sac. Je clignai des yeux, incrédule. Dans mon sac? Mais comment? Je l'y ai mise, il y a 3 ans, le soir où tu es parti après Noël. Je fouillais machinalement dans mes souvenirs. Ce soir-là, j'avais quitté la maison en colère, après une dispute avec mon oncle. Le sac, je l'avais posé près du canapé sans y prêter attention. Pourquoi me mêler à ça? Parce que tu es la seule en qui j'ai confiance. La phrase sonna comme une révélation, mais aussi comme un fardeau. Si ce qu'elle disait était vrai, alors depuis 3 ans, je portais sans le savoir la clé du coffre, et avec elle, le pouvoir, ou la malédiction, d'ouvrir une partie cachée de notre histoire. Clara sortit de sa poche un petit carnet noir. Elle le posa sur la table basse. « Tu vas avoir besoin de ça. » Je tendis la main, mais elle la retira. « Pas ici. Pas maintenant. Ce carnet t'expliquera où se trouve le coffre et pourquoi il doit rester caché. Mais avant, tu dois me promettre de ne rien dire à personne. » Je la regardai droit dans les yeux. Promis. Et c'est ainsi que tout commença. Après notre échange tendu dans le salon, Clara me proposa un café. Nous restâmes silencieuses quelques instants, le bruit régulier de la cafetière occupant l'espace. Je fixai le carnet noir posé sur la table, me demandant quel genre de secret pouvait bien se cacher derrière sa couverture usée. Quand elle me le tendit enfin, je le pris avec précaution, comme si je craignais qu'il m'explose entre les mains. La couverture était lisse, marquée par le temps, et une odeur de papier ancien s'en échappait. J'ouvris la première page. L'écriture était fine, légèrement penchée et étrangement familière. Si tu lis ces lignes, c'est que Clara t'a jugé digne de connaître la vérité. Le coffre contient plus que des biens matériels. Il contient l'histoire que notre famille a toujours voulu taire. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Je tournai la page. Le coffre se trouve désormais à l'abri, dans un endroit que seul celui qui connaît les indices pourra atteindre. Ne fais confiance à personne d'autre que toi-même.
Même ceux qui partagent ton sang peuvent se révéler tes ennemis. Qui a écrit ça? Demandai-je, la gorge sèche. Madeleine, répondit Clara. Madeleine, notre tante, à la fois, douce et redoutable. Elle avait toujours eu un faible pour les énigmes, les cachettes et les secrets bien gardés. Elle était capable de cacher une lettre dans un livre de cuisine ou un bijou dans une boîte à couture. Je repris ma lecture. Les pages suivantes décrivaient une série d'indices codés. Des phrases courtes, énigmatiques, comme sorties d'un roman policier, là où la lumière se brise sur la pierre blanche. 3 pas vers le figuier, puis 2 vers le puits. Sous la dalle marquée d'un X invisible. Je levai les yeux vers Clara. Tu comprends quelque chose à tout ça? En partie, mais pas assez pour trouver le coffre seul. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Son ton était ferme, presque solennel. Et pourquoi ne pas avoir ouvert le coffre toi-même, si tu sais où il est? Elle détourna le regard. Parce qu'il est protégé. Je fronçai les sourcils. Protégé comment? Disons qu'il y a des gens qui le surveillent. Je sentis la tension dans ma nuque augmenter. Des gens? Qui? Pourquoi? Clara se leva, alla jusqu'à la fenêtre et écarta légèrement le rideau. Regarde, je suivis son geste. Dehors, garée à une 50aine de mètres, une voiture sombre était stationnée. 2 silhouettes à l'intérieur. L'une lisait un journal, l'autre semblait simplement fixer la maison. Ils sont là. Depuis ce matin, dit-elle calmement. Et tu trouves ça normal? Non. Mais ça confirme ce que Madeleine m'avait dit avant de mourir. Si quelqu'un se met à chercher le coffre, d'autres viendront. Je me laissai tomber dans le fauteuil, le carnet toujours dans les mains. Tu te rends compte dans quoi tu m'embarques? Oui. Et je sais que tu ne reculeras pas. Elle me connaissait trop bien. L'après-midi, nous décidâmes de sortir sous prétexte d'aller au marché. En réalité, Clara voulait me montrer l'un des endroits mentionnés dans le carnet. Nous traversâmes les ruelles pavées du village, saluant au passage quelques visages connus. Les odeurs de pain chaud, de fromage affiné et de fruits mûrs emplissaient l'air. Après quelques minutes, nous arrivâmes devant l'ancienne fontaine, celle qui trônait au centre de la place depuis des générations. La pierre claire renvoyait, la lumière du soleil, et l'eau s'écoulait doucement dans le bassin. Clara me montra la margelle, là où la lumière se brise sur la pierre blanche. Ça ne te fait pas penser à ça? Effectivement, à cette heure précise, un rayon de soleil traversait l'eau et venait frapper une pierre plus claire que les autres. Mais ça veut dire quoi, concrètement? Demandai-je. Ça veut dire que sous cette pierre, il y a quelque chose. Je regardais autour de nous. La place était animée. Des touristes prenaient des photos, des enfants jouaient. Impossible de commencer à soulever une pierre ici sans attirer l'attention. On reviendra ce soir, murmura Clara. Le soir venu, armés d'une petite lampe de poche et d'un pied de biche, nous nous glissâmes discrètement sur la place. L'air était plus frais, et seules quelques fenêtres éclairaient encore les façades. Clara se mit à genoux et commença à examiner la pierre blanche. Elle glissa l'outil dans une fissure, força légèrement, et un bruit sec retentit. La pierre se souleva de quelques centimètres. Ensemble, nous la déplaçâmes pour révéler une petite cavité, à l'intérieur, un objet métallique enveloppé dans un chiffon. Je le pris délicatement. C'était une vieille clé, longue et fine, avec un anneau ouvragé. Ce n'est pas la clé du coffre, dit Clara. Alors c'est quoi? Un indice. Je levai les yeux vers elle. Tu veux dire qu'il y a plusieurs clés? Pas exactement. Madeleine aimait les étapes. Chaque indice mène au suivant. Je soupirai. Nous n'en étions qu'au début. Nous rentrâmes à la maison par des ruelles secondaires. Mais alors que nous arrivions près du portail, une silhouette se détacha de l'ombre. Un homme, grand, vêtu d'un manteau sombre malgré la chaleur. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il d'une voix grave. Clara et moi nous figeâmes. « Non, » répondis-je, sur la défensive. « C'est drôle, » dit-il, « parce qu'on dirait que vous venez de trouver quelque chose. » Son regard glissa vers ma main où je tenais encore. La clé. Instinctivement, je la glissai dans ma poche. « Qui êtes-vous » lança Clara. « Disons, un ami de la famille. » Il fit un pas vers nous. Son sourire n'avait rien d'amical. « Rendez-moi ce que vous avez trouvé, et je vous laisserai tranquille. » Je sentis mon cœur s'emballer. Derrière moi, Clara se raidit. « C'est hors de question, » répondit-elle sèchement. L'homme,
haussa les épaules. Alors vous allez avoir des ennuis. Il recula, se fondit à nouveau dans l'ombre et disparut. Nous restâmes là, silencieuses, le souffle court. Tu comprends maintenant pourquoi Madeleine m'a dit de ne faire confiance? À personne, dit Clara. Je hochai la tête. Oui, je comprenais. Et je savais aussi que cette histoire allait bien au-delà d'un simple coffre de famille. La nuit n'avait pas vraiment commencé. Elle demeurait suspendue, comme si le village retenait son souffle avec nous. Après l'apparition de l'homme, au manteau sombre, Clara avait refermé le portail d'un geste assuré, mais je voyais bien que ses mains tremblaient. Nous avons traversé la cour de la Bastide en silence, comme deux cambrioleuses dans notre propre maison. Les odeurs familières, le jasmin près de la véranda, la pierre tiède, la cire d'abeille sur le meuble de l'entrée, me semblaient méconnaissables. Tout avait basculé. « On ne rallume pas », chuchota-t-elle. « S'ils sont là, ils verront les lumières. » Je hochai la tête. La pénombre accentuait la présence du vieux grand-père horloge, dont le battement régulier emplissait le hall, coupant l'espace en secondes égales, un métronome obstiné au milieu du chaos. Je n'avais qu'une envie, m'enfermer dans ma chambre, m'asseoir sur le lit et respirer jusqu'à ce que le monde retrouve sa forme. À la place, j'ai serré le carnet noir contre moi. « Ton sac », souffla Clara. « Tu dois vérifier. Maintenant, bien. » Sûr. La clé était dans le sac que je portais ce jour-là. Depuis notre arrivée, je n'avais pas osé y glisser la main, comme si l'objet lui-même avait une volonté. Je l'avais pourtant trouvé déplacé dès mon entrée, posé comme une évidence sur la chaise près de la porte. Je suis allée le chercher à tâtons et l'ai posé sur la table de la cuisine. Un rectangle de cuir patiné, couture solide, la fermeture éclair qui accroche toujours sur 1 centimètre. Je l'ai ouvert. Mon cœur cognait dans ma poitrine. À l'intérieur, mon portefeuille, un vieux ticket de la ligne 4, 2 stylos, un foulard roulé, un porte-monnaie où tintait une menue monnaie devenue rare dans ma vie parisienne. Rien. D'extraordinaire. Clara me regardait, retenait sa respiration. « Tu es sûre ?» Je déglutis. Un souvenir me revint, flou, une soirée de Noël, le salon plein de rires et d'aiguilles de sapin, Madeleine passant derrière moi, m'embrassant. Au sommet du crâne, son geste. Moi qui posais mon sac près du canapé. Je vidai tout sur la table et rien n'apparut. Juste ce rire idiot, nerveux, presque méchant. « Voilà ! Finalement, pas de clé, dis-je. Tout ça pour... »« Attends, m'interrompit Clara. Le fond, Madeleine cousait des doublures supplémentaires. Elle m'avait montré pour sa trousse de couture. Cherche une couture de trop. Je retournai le sac. Au début, je ne vis rien. Puis je remarquai une différence de texture près de la base. Un rectangle de cuir légèrement plus rigide, une pointe de fil plus claire qu'ailleurs. Avec l'ongle, je tirai délicatement. La surpiqûre céda. Un rabat s'ouvrit et révéla une poche plate, cousue dans l'épaisseur même de la paroi. Mes doigts y glissèrent. Je touchai du métal. Je sortis une petite clé de laiton, fine, dentelée comme une feuille de jingo. Son anneau ovale portait un chiffre frappé à froid. 7. Je restai un moment muette. Elle était si légère qu'elle semblait presque irréelle. Elle y était, souffla Clara, soulagée et effrayée à la fois. Depuis tout ce temps, je refermai la doublure et rangeai la clé dans ma paume. Elle y dessinait un froid net, presque électrique. « Et maintenant ?» demandai-je. Clara posa le carnet à côté de nous, ouvrit à la page où Madeleine, d'une écriture précise et penchée, avait laissé les indices. Elle traça la ligne du doigt, 3 pas vers le figuier, puis 2 vers le puits, sous la dalle marquée d'un X invisible. « C'est ici, dit-elle, dans le jardin. Tu te souviens du figuier près du puits? Je revis la cour intérieure, le puits de pierre ronde, avec sa margelle usée et sa poulie ancienne, et à quelques mètres, le figuier, dont les branches, lourdes donnèrent depuis toujours des fruits violets en fin d'été. Je me souvins aussi de jeux d'enfants, compter des pas, chercher des trésors imaginaires que Madeleine avait parfois vraiment dissimulés. Une fève, une bague en verre, un bouton de nacre. X invisible, murmurai-je. Comment on voit l'invisible? On le fabrique, répondit-elle. De l'eau, de la poussière, un angle de lune. Madeleine nous apprenait à regarder. On va regarder. Nous avons traversé la maison jusqu'à la cour, dans le noir, sans allumer. Les ombres semblaient s'organiser entre elles. L'homme au manteau sombre n'était nulle part en vue,
Mais je savais qu'il suffisait qu'il soit quelque part sur la route, au ralenti, pour que ma peau se hérisse. Nous avons refermé la porte-fenêtre doucement. Le gravier a crissé sous nos semelles comme un avertissement. Je sentais la petite clé, 7, contre ma paume. Je l'avais serrée si fort que ses dentelures avaient imprimé la chair. Sous le figuier, l'air sentait la sève et le fruit écrasé. Le puits renvoyait un souffle frais. Clara compta. 1, 2, 3 pas depuis le tronc vers le puits, puis 2 vers la margelle. Elle s'accroupit. La cour était pavée de dalles, irrégulières, plus claires ou plus sombres selon le passage des générations. X invisible, répéta-t-elle. Aide-moi. Je pensais à la fontaine de la place et à la lumière brisée. Invisible pour qui? Madeleine avait écrit pour nous, pour une nièce qui saurait lire entre les lignes. Je me suis relevée, suis entrée à pas de loup dans la cuisine et ai rempli une carafe d'eau. De retour, je versai un filet sur les pierres, lentement, en cercle. Le ciel était presque noir, mais la lune, mince faucille, suffisait à révéler les différences. L'eau s'insinua dans les interstices, fonça le calcaire par endroits, dessina des lignes. Là, dis-je. Sous l'eau, 2 fines fissures que je n'aurais pas remarquées autrement traçaient une croix pâle, asymétrique, sur une dalle. Ovale. L'X invisible n'était plus invisible. Clara, les yeux brillants, sortit de sa poche le petit pied de biche que nous avions utilisé sur la place. Elle glissa l'outil sous la dalle. Je l'aidai à soulever. La pierre résista d'abord, puis céda dans un soupir de sable. En dessous, une cavité, pas plus large qu'une boîte à chaussures. Clara passa la main. C'est là. Elle sortit. Une boîte de fer blanc, toute rouillée, entourée d'une ficelle bleue passée 2 fois. Elle la posa entre nous. La ficelle était neuve, comme si quelqu'un avait récemment reconditionné l'objet. La boîte, elle, n'avait pas vu la lumière depuis des années. Je sentis mes doigts trembler. Clara défit la ficelle, souleva, le couvercle, à l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, 3 objets. Le premier, une photographie sépia d'une femme en robe d'été, debout devant la Bastide, l'air de défier le soleil. C'était Madeleine, jeune, infiniment, jeune et à son bras un homme inconnu. Le second, un morceau de plan, découpé net, bordé d'un trait à l'encre. Une topographie du coin. On y voyait le village, la route, l'emplacement du lavoir, la colline au nord. Un cercle rouge entourait une petite chapelle isolée. Au bout d'un chemin, Saint-Rémy. Le troisième, un billet plié sur lequel Madeleine avait écrit « L'homme qui prétend être un ami de la famille n'a pas de nom ici. La chapelle en saura plus que lui. Ne cours pas. Vois. » Je restais figée. La chapelle Saint-Rémy, je la connaissais. Une minuscule construction romane perdue dans la garrigue, où les promeneurs laissèrent des rubans sur un arbuste contre le mauvais œil. J'y étais allée enfant, avec Clara, pour cueillir des amandes sauvages en contrebas. On y entendait les grillons plus forts qu'ailleurs. On y voyait la plaine entière. « Demain à l'aube », dit Clara, avant qu'il ne bouge. Nous remîmes la boîte dans la cavité, puis la ressortîmes. L'instinct me disait de ne pas laisser ici ce qui pourrait trahir notre lecture du carnet. Finalement, nous décidâmes de replacer la dalle vide, de refermer l'endroit et d'emporter le contenu. Clara cacheta la boîte dans l'armoire, à confiture, derrière les bocaux de Mirabelle, comme si une confiture pouvait dérouter une menace. Quant à la clé 7, je la passai à mon cou avec un fil trouvé dans un tiroir. Étrange amulette. Nous avons peu dormi. Chaque craquement, chaque souffle du vent contre les volets nous tirait de ces demi-sommeils où les pensées sont des animaux qui rôdent. À 3 heures, je me levai, bois un verre d'eau, revins me coucher. À 5 heures, l'horizon blanchissait délicatement. Je sentais l'angoisse se réduire à une détermination pratique. Il fallait aller à la chapelle, ouvrir quelque chose, comprendre. Nous avons quitté la maison par l'arrière, par le potager qui longe la grange, pour éviter la route. Les vignes de l'oncle Paul commençaient à verdir, les rangs nets, les piquets alignés. À la lisière, un sentier s'ouvrait, mi-chèvre, mi-humain, une trace héritée d'anciens passants qui connaissaient tous les raccourcis. Le vent du nord, propre et frais, nous picotait la peau. Clara n'avait pas parlé depuis le départ. Je sentais ses pensées se heurter à des souvenirs. Les miens faisaient de même. « Tu savais pour l'homme sur la photo ?» demandai-je enfin. Clara ne répondit pas tout de suite. « Madeleine en a parlé une fois, dit-elle. Le seul que j'ai aimé. »
C'étaient ses mots. Mais elle n'a jamais dit son nom. Elle a dit « Il est venu avec la pluie. Il a laissé un secret. » J'avais 12 ans. Je pensais à un baiser caché dans une averse. Je comprends aujourd'hui qu'il y avait autre chose. Nous avons marché encore. La garrigue s'ouvrait, offrant le parfum de thym froissé, de romarin. Les cailloux roulaient sous nos semelles. La chapelle surgit d'un coup, simple, trapue, sa porte en bois sous un arc sommaire, les pierres jointives comme un puzzle vieux, de 8 siècles. Un figuier sauvage la couvrait à demi. Des rubans multicolores pendèrent d'un arbuste voisin. Un couple de randonneurs ne viendrait pas si tôt. C'était notre heure. Nous nous sommes approchés. La clé 7 battait légèrement contre mon sternum. La porte était close, sans serrure apparente. Seulement un vieux loquet de fer qui s'ouvrit sans résister. À l'intérieur, l'odeur du frais, un peu de cire, des ex-voto poussiéreux. Une niche vide. Une pierre plate en guise d'autel. J'eus l'impression absurde de reconnaître le lieu sans y être venu depuis la puberté. « Cherchons ce qui n'appartient pas au siècle », dis-je. Madeleine aimait les anachronismes. Nous avons inspecté les murs, gratté des yeux les joints, écouté le sol. Après quelques minutes, Clara appela. « Ici. » Elle désignait une pierre au pied de l'autel, plus lisse, légèrement plus claire que les autres. On distinguait, gravé très finement, un petit 7, presque effacé. Je sentis ma gorge se serrer, la clé contre ma poitrine. Clara se redressa, me regarda. « C'est pour toi, » dit-elle. Je m'agenouillai. Dans l'épaisseur de la pierre, à la base, un trou minuscule, à peine perceptible, qui semblait un défaut du calcaire. La clé glissa dedans comme si elle avait attendu ce geste toute sa vie. Je tournai doucement. Il y eut un cliquetis intérieur presque joyeux, puis un grincement. L'autel, dans un effort lent, pivota de quelques centimètres, révélant à son pied une cavité rectangulaire, sombre. L'air qui en sortit sentait la poussière perdue, le papier et quelque chose d'autre. Un parfum de passé entêtant que je ne savais pas nommer. « Mon Dieu !» murmura Clara. Je plongeai la lampe. De poche. Au fond, enveloppé dans un tissu huilé, un coffre. Plus petit que celui de la maison, une sorte de version de voyage, en chêne sombre également, ferrure noircie, un cadenas rouillé. Sur le couvercle, gravé par un artisan patient, 2 initiales. Monsieur D. Madeleine, dis-je. Monsieur D. Madeleine Durand. Clara sourit tristement. Elle avait son coffre à elle, un jumeau. Nous avons tiré l'objet hors de la cavité et refermé l'autel par réflexe. Le monde n'avait pas à regarder cela. Le cadenas rendit l'âme au bout de quelques minutieuses torsions de la clé 7. Un déclic. J'ai soulevé le couvercle. Des paquets de lettres, ficelés par année. 1942, 1943, 1944. D'autres, plus récents, 1962, 1966, une petite boîte de velours, un bijou à l'intérieur, mais à peine un bijou. Une broche en forme d'hirondelle avec, sur l'aile, un minuscule saphir terne. Des photographies sexes. Des gens au sourire grave, un groupe devant une librairie, un enfant sur une bicyclette, et glissé à part, un dossier cartonné portant une mention à l'encre rouge, pour celle qui aura le courage. Je pris le dossier. À l'intérieur, un acte d'engagement manuscrit, daté d'octobre 1942, sans signature lisible, mais avec une formule claire. Je sous-signé m'engage à protéger les biens confiés par la famille R pendant la durée de leur départ forcé et à les restituer intégralement à leur retour ou à leurs descendants, à la première demande. Une liste de biens annexés, livres rares, bijoux, un tableau d'un peintre dont le nom me sauta aux yeux, peu Signac, une montre de poche en or, quelques titres de propriété. Je sentis une nausée monter. La famille R, soufflai-je. Les Roussier, les Rosenthal, dit Clara, la voix basse. Les Rosenthal qui tenaient la librairie du cours central. Départ forcé. Tu comprends? Je compris. La gorge serrée, je tournai les pages. Une lettre de 1945, de retour d'un survivant, un cousin, demandant poliment où se trouvaient les objets gardés. Une réponse, sèche et glaciale, signée du grand-père. Nous n'avons jamais reçu de tels biens. Une autre lettre de Madeleine cette fois, adressée à l'homme de la photo? Un prénom seulement, Élie. Elle y disait sa honte, sa colère, son impuissance à convaincre Paul, notre oncle, et même son propre père, le grand-père,
de restituer. Elle y jurait de garder des preuves. Ils ont gardé, dis-je, à mi-voix. Ils ont gardé les biens des Rosenthal. Clara ferma les yeux. Je voyais ses cils battre. Elle connaissait? En partie seulement, sans doute. Elle plaça la main sur l'épaule de la petite chapelle, comme pour s'y appuyer. Madeleine voulait réparer, dit-elle. Avant de mourir, elle m'a fait promettre que si je ne pouvais pas faire confiance à la famille, je ferais confiance aux preuves et aux lieux. Voilà pourquoi le coffre est ici. Je repris le dossier. Une feuille plus récente, datée de 1996, sur papier notarié, où Madeleine consignait l'emplacement du coffret principal. Le nôtre, celui que Clara avait déplacé, et des instructions pour contacter, après la révélation, une association dédiée à la restitution des biens spoliés pendant la guerre. Un nom d'avocat à Marseille. Un numéro que je savais obsolète, mais qui pouvait être tracé. Je sentis une froideur dans les reins. Une part de l'histoire familiale se révélait, honteuse et précise. Et l'homme au manteau sombre? Demandai-je. Ami de la famille? Ou des affaires de la famille? Clara sourit sans joie. Paul ne laissera pas partir ce qui, selon lui, revient de droit. Il a vécu sur l'idée que tout ce qui est sur ces terres lui appartient. Il a étendu les vignes, il a vendu des parcelles. Il considère que tout ce qui a été hérité ou pris doit rester. S'il a eu vent du carnet ou d'un mouvement, il a dû engager quelqu'un. Un bruit dehors nous fit sursauter. Un froissement de feuilles. Un pas mal assuré, puis plus rien. J'éteignis la lampe. Le cœur battant, nous restâmes immobiles, prêtes à replacer le couvercle du coffre et à pousser l'autel. Mais le silence revint, le vent aussi, peut-être un sanglier, peut-être une pierre qui roule, ou peut-être rien. Ce qui me terrifia, c'est que j'avais envie que ce soit quelqu'un, pour que la menace devienne enfin visible, pour que l'on cesse de craindre tout l'invisible. Je rouvris la lampe. On ne peut pas tout emporter, dis-je. Mais on ne peut pas tout laisser. Nous avons fait un choix instinctif. Nous avons pris le dossier cartonné, quelques lettres clés, celle de 1942, celle de 1945, la lettre de Madeleine à Élie, la photographie de Madeleine et de l'homme, et la broche hirondelle, mince trace matérielle d'une promesse peut-être. Nous avons remis le reste dans le coffre, refermé le couvercle, remis le cadenas, même s'il ne verrouillait plus grand-chose, et replacé l'autel. La clé 7 revint contre mon sternum, d'un poids soudain plus lourd. « Et le plan ?» demandai-je. « On le garde, » dit Clara. « On gardera tout ce qui prouve, rien de ce qui tente. » Sur le chemin du retour, la lumière avait pris ce ton nacré des matinées de Provence, où le monde semble neuf et presque mouillé. Les oiseaux commencèrent leur vacarme. Je sentais la fatigue remonter, lourde. Pourtant, l'adrénaline me tenait droite. Nous débouchâmes dans le potager, approchâmes de la grange. C'est là que nous l'avons vu. L'homme au manteau sombre, adossé à la porte, sans le manteau désormais, un veston clair, une chemise impeccable, des chaussures qui n'avaient jamais connu une motte de terre. Il sourit, découvrant des dents trop blanches. « Vous êtes matinal, dit-il. J'allais justement frapper. » Clara se posta devant moi d'un pas. Je sentis le dossier cartonné contre mes côtes, sous ma veste. « Vous êtes sur une propriété privée ?» répondit-elle. « Oh, je le sais, » dit-il, conciliant. Paul m'a chargé de veiller à ce que tout se passe, selon l'intérêt de la famille. Le mot « famille » avait glissé comme un couteau enveloppé dans du velours. Je sentis la colère monter, pure, claire. Je fis un pas à mon tour. « Votre intérêt n'a rien à voir avec la justice, » dis-je. Et Madeleine n'est plus là pour vous arrêter. Nous, si, il eut un petit rire amusé. Madeleine, toujours cette sainte. Elle cachait des choses à tout le monde, vous savez. À Paul, à vous, à elle-même. On croit choisir quand on n'est que le produit des circonstances. Et vous, vous êtes le produit de quoi, lançai-je. D'un chèque? Son regard se durcit. Un instant, l'homme poli céda la place à quelqu'un de plus dangereux. Je vois que vous avez du répondant. Très bien. Je vous propose un arrangement. Vous me remettez le carnet, toutes les clés que vous avez, et tout ce que Madeleine a jugé bon de semer. En échange, Paul ne porte pas plainte pour vol, ni pour effraction. Et vous quittez la Bastide ce soir. Chacune vaque à ses occupations. Nous n'avons jamais eu cette conversation. La tentation d'éclater de rire fut presque irrésistible. J'imaginais un instant la scène,
nous abandonnant aux mains d'un arrangement parce qu'il avait sorti le mot plainte. Mais j'avais dans la poche une lettre datée de 1942 qui contenait plus de poids que toutes ces menaces. Non, dis-je simplement. Clara ajouta, d'une voix plus douce et plus meurtrière que la mienne. Et si vous revenez avec des papiers, nous reviendrons avec des preuves. Il nous jaugea. Peut-être comprit-il qu'il n'obtiendrait rien ce matin-là. Peut-être décida-t-il de changer de tactique. Il sourit à nouveau, poli jusqu'à la caricature. « Prenez garde sur la route », dit-il en se détachant de la porte. La garrigue est pleine de pierres et les gens distraits tombent facilement. Il s'éloigna sans se presser, contourna la grange, disparut vers la route. Nous restâmes longtemps à fixer l'endroit où il avait été, comme si nous pouvions dissoudre sa trace à force de volonté. « Il va revenir, dis-je. »« Oui, » dit Clara, « et il ne sera pas seul. Nous sommes entrés, avons verrouillé. » La maison, dans la lumière fine, semblait presque joyeuse. Ce décalage me donna la nausée. Je posai le dossier sur la table de la cuisine, pris une grande inspiration. Nous avions des noms, des dates, une chapelle qui gardait un double reste, et l'énigme d'Élie, l'homme au bras de Madeleine, venu avec la pluie. Nous avions aussi une famille qui préférait la prospérité à la justice. Et désormais, nous avions une ligne de conduite. « On ne peut pas appeler la gendarmerie », dit Clara, anticipant ma pensée. Paul leur parlerait avant nous, et il sait faire jouer les apparences. Il serait l'oncle inquiet et nous, les nièces hystériques qui saccageaient les terres. Alors on appelle qui? L'avocat de la note, 1996. Le numéro a peut-être changé 3 fois. On appelle Marseille, dis-je. Les avocats ont des confrères. Et on appelle l'association. Ils sauront écouter. On trouvera un Élie. Il doit bien y avoir une trace. Clara hocha la tête. Puis elle posa la main sur le dossier. On doit aussi déplacer le coffre principal. Pas seulement pour le cacher, mais parce qu'il est piégé. Par Paul. Il a ses yeux, ses relais. Si on le laisse là où je l'ai. Miss, ils finiront par le trouver. Je la regardais. Sa phrase venait de glisser sans fracas. C'est elle qui avait déplacé le coffre familial, avec ou sans carnet, nous le savions, mais elle confessait autre chose. Elle savait que « piéger » ici ne voulait pas dire explosif. Il voulait dire symbolique, légal, social, les regards, les alliances. Le coffre était un drapeau planté dans une bataille qui ne répondait ni à l'éthique ni à la loi. « Où » demandai-je. Clara leva les yeux, réfléchit. Pas à la banque. Trop évident. Pas chez quelqu'un, on pourrait compromettre. Pas ici. J'ai une idée, dit-elle. Mais on va avoir besoin d'une voiture, de 2 bonnes paires de bras et d'un prétexte. Un déménagement de cave, tentai-je. Mieux, sourit-elle. Une donation à l'église pour la kermesse. Tu te souviens de l'ancien presbytère? Il stocke des choses avant la brocante. Personne n'ira ouvrir des coffres en bois sans étiquette dans un bric-à-brac de chaises bancales. On y mettra un coffre. Pas le bon. Le nôtre partira ailleurs. Qu'il croit avoir gagné un temps. Je la dévisageai puis éclatai d'un rire nerveux. La stratégie avait quelque chose des jeux d'enfants de Madeleine, transposés à l'âge adulte, dans la poussière du réel. Les règles venaient de s'inventer. D'accord, dis-je. Mais avant, il faut lire. Comprendre. Savoir ce qu'on défend. Nous nous assîmes, le café tiède entre les mains, et nous avons lu. La lettre de 1942, d'abord, écrite d'une main ferme, peut-être celle d'Élie ou d'un ami d'Élie, qui consignait le dépôt en raison des circonstances, avec la certitude de revenir au printemps. Puis celle de 1945, courte, meurtrie, où la politesse résistait à peine à la plainte. Puis les notes de Madeleine, raturées, où elle écrivait « Si je garde, j'accuse. Si je rends, j'accuse. Si je me tais, j'accuse. » Et cette phrase posée en marge comme une gifle, on ne bâtit pas un domaine sur des choses volées. Je sentis monter des larmes que je ne cherchais pas à retenir. Elle était seule, dis-je. Elle a porté sa seule tant d'années. Elle a cherché un relais, dit Clara doucement. Elle l'a mis dans ton sac. Je regardais la clé 7 contre mon cœur. Madeleine, l'été de mes 13 ans, m'apprenant à reconnaître les constellations, à lire un plan, à dessiner un X invisible avec de l'eau. Elle avait déjà commencé. Je n'étais pas seulement digne de confiance, j'étais une pièce du mécanisme. À midi, on frappa à la porte. 3 coups polis, espacés. Clara et moi échangeâmes un regard. Je glissai les lettres sous le napperon, rangeai la photo dans le carnet,
resserrai la clé. J'allais ouvrir. Sur le seuil, un homme d'une 60aine d'années, costume clair, chapeau à la main, visage fatigué et yeux d'une grande douceur. Il avait la tenue d'un retraité élégant de Marseille, de ceux qui ont beaucoup vu et peu oublié. « Je cherche mademoiselle Clara », dit-il d'une voix timide. « Je m'appelle Maître Rigal. J'étais le confrère de Maître Vernier. On m'a transmis un courrier. Au cas où. Au cas où une nièce viendrait et au cas où on prononcerait le nom d'Élie. » Je restais figée. Derrière moi, Clara s'approcha. L'homme sourit, triste. « Vous savez, dit-il, j'ai attendu ce moment sans croire qu'il arriverait. J'ai connu Madeleine. Elle était tenace. Elle avait écrit beaucoup de lettres sans les envoyer. Elle en a envoyé quelques-unes. L'une m'était destinée. Et me voilà. Je m'écartai pour le laisser entrer. La maison semblait soudain changer d'odeur. Le bois, le café et une pointe de sel venue de plus loin, de la mer peut-être. Maître Rigal posa son chapeau et, avant même de s'asseoir, tira de sa serviette un dossier mince. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » dit-il en jetant un œil par la fenêtre, prudent. « Je ne suis pas naïf. Lorsqu'on remue le passé, le présent se cabre. Mais je vais vous dire ce que je sais. Et ensuite, ce sera à vous d'agir. Je ne vous demanderai rien. Je vous donnerai des noms, dont celui d'Élie. » Clara et moi nous sommes regardés. Les pièces du puzzle, la chapelle, le coffre, la clé, la photo, les lettres, l'homme au manteau, Paul, s'alignaient enfin. Il y avait, juste là, à portée de voix, la possibilité d'une vérité qui ferait basculer le récit familial. Je sentis ma voix me revenir, ferme. « Parlez, maître, dis-je. Nous sommes prêtes à écouter. » Il ouvrit le dossier. Les pages se mirent à bruire, comme si les fantômes eux-mêmes chuchotaient. Et pour la première fois depuis mon retour, je me sentis moins seule. La vérité avait choisi un chemin. Nous n'avions plus qu'à le suivre, même s'il traversait les vignes, les chapelles et les années où personne n'avait voulu voir.